une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop c'est trop, il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Bendele Kouyate. À la une de l'actualité au Kenya, les consultations de paix entre les émissaires du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les groupes armés de l'Ituri Nord et Sud Kivu sous la facilitation du président kenyan s'y sont clôturées. Plusieurs recommandations ont été faites à ces groupes rebelles qui ont à leur tour manifesté l'intérêt de mettre fin à cette insécurité. Au Sénat, les sénateurs étaient en plénière ce jeudi 28 avril 2022. Il était question de voter en seconde lecture deux lois de ratification de conventions d'entraide judiciaire entre la République démocratique du Congo et la Belgique et une autre loi de ratification. Il s'agit de la loi de la convention de transfèrement des personnes condamnées, toujours entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Détail dans ce journal. Et puis, représentation des femmes dans les mécanismes et initiatives de paix. Le mouvement Rien sans les femmes hausse le ton. Cette organisation féminine de défense des droits des femmes a mené une étude à ce sujet dans quelques zones du pays dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja. Les résultats de cette étude a été présenté ce jeudi à Kinshasa. Il démontre que trop peu des femmes sont impliquées, par exemple, dans la résolution des conflits, d'où le plaidoyer pour le respect des textes légaux. Nouveau journal sur votre télévision, bienvenue à toutes et tous. On commence bien sûr par les nouvelles qui nous viennent du Kenya, dans la ville de Nairobi, où se sont clôturées les consultations de paix entre les émissaires du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les groupes armés locaux œuvrant dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu ainsi que du Sud Kivu, et ce sous la facilitation du président kenyan. Plusieurs recommandations ont été faites à ces groupes rebelles qui ont à leur tour manifesté l'intérêt de mettre fin à l'insécurité. Explication, Rachel Masengo. Après 5 jours d'intenses travaux, les consultations de paix entre les émissaires du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les groupes armés de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu ont pris fin ce mercredi 27 avril, du moins pour la première étape de ce processus. La facilitation kenyane a annoncé une prochaine rencontre dans les tout prochains jours, bien avant le prochain conclave d'évaluation des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, programmé vers la fin du mois de mai. Près de 30 délégués représentant les groupes armés de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont pris part à ces échanges qui se sont déroulés en présence des observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL, des États-Unis et de la France. Ceux qui n'ont rallié Nairobi pourraient rejoindre le processus à la prochaine rencontre. Nous sommes ravis de l'initiative du chef de l'État
Les groupes que je représente ici avaient déjà répondu à l'appel du chef depuis 2019. C'est un groupe qui est basé à Massissi, qui en 2019 a entendu le message du chef de l'État, a répondu à l'appel de se joindre aux efforts de pacification. Il a rendu les armes et il a remis les jeunes entre les mains de l'État. Certainement qu'il y a eu des petits problèmes d'encadrement et les jeunes sont rentrés en attendant et que les choses liées, que le processus alors de démobilisation démarre effectivement. Nous louons l'initiative dans la mesure où c'est dans le cadre de recherche de la paix. Parce que, comme nous le disons toujours, il y a ceux qui disent que la paix n'a pas de prix, tout comme les autres disent aussi, la paix a toujours un prix. La paix n'a pas de prix parce que rien ne vaut la paix. La paix a toujours un prix et c'est ça le sacrifice. Que les patriotes, comme vient de se rénover avec à la tête le commandant Guido, ont toujours recherché. C'est ça le prix de la paix et tout ce que nous tous ici, y compris vous, vous êtes en train de faire ou nous sommes en train de faire pour rechercher la paix. Nous louons l'initiative parce que dans le cadre de la région ou de la sous-région, actuellement East African Community, où notre pays a adhéré, il a plu aux autorités de rechercher la paix dans le cadre de la sous-région et ils ont préféré commencer avec l'initiative en RDC avec les groupes armés. Nous avons accepté la main tendue du président de la République. Et cette initiative qui a fait que tous les groupes armés qui ont suivi avec importance pour se présenter ici à Nairobi pour voir comment pacifier toute la région. Parce que vous savez, non seulement la RDC, non seulement l'Ituri, mais ça concerne toute la région. Parce qu'au-delà de la question de faire pays, vous avez les EDF, vous avez les MV3, vous avez toutes ces questions-là. Cette dernière journée des travaux a été marquée par la participation par visioconférence du président Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Facilitateur désigné, le président Uhuru Kenyatta a exhorté les chefs de guerre congolais à choisir la voie de la paix. S'exprimant en anglais et swahili, le président Kenyatta a invité ses interlocuteurs à prendre exemple sur lui-même qui a fait la paix des braves avec son opposant historique. S'adressant à ses compatriotes depuis ses bureaux, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié tous ceux qui ont choisi la voie de la paix. Ils peuvent compter sur lui, leur a-t-il dit. Dans la matinée, tous les groupes armés de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont remis chacun à la facilitation leur mémo dans lequel ils proposent des voies de sortie. Devant les médias, tous se sont montrés optimistes quant à l'issue de ces échanges. Et vous le savez, suite aux activités des groupes armés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, dans la recherche de la paix et des solutions durables, le chef de l'État avait instauré l'état de siège. Pour ce qui est de la province du Nord Kivu, malgré que c'est un gouverneur militaire, les choses bougent tout de même sur le plan du développement. Tenez, le gouverneur militaire du Nord Kivu a effectué une tournée de travail à Lubero. Sur place, le lieutenant-général Constant Diva a procédé à la réouverture de la route Butembo-Manguru, réhabilitée par le gouvernement provincial justement du Nord Kivu, ceci à la grande satisfaction de la population locale. On retrouve encore une fois pour le commentaire Rachel Massengo. La collectivité secteur de Babéré dans le Lubero profond a été honorée par la visite de travail du gouverneur militaire du Nord Kivu ce mercredi 27 avril 2022, parti de son quartier général de Mabangu, périphérie de Béniville. Le matin, le lieutenant-général Constant Dima est arrivé à Manguru Djipa dans la mi-journée accompagné de ses collaborateurs. Sa première mission était de se rendre compte de l'état de la route de Butembo-Manguru, aujourd'hui totalement réhabilitée grâce au financement de l'exécutif provincial du Nord Kivu, dont l'exécution des travaux a été faite par la société de services Miyumbira SSV. Après la réception de ces 100 km de route, le gouverneur militaire a donné le go pour la réouverture de la route allant de Mangungipa à Bandulu, longue de 70 km. Les travaux exécutés sous fonds propres de la province. Au-delà des avantages sécuritaires, ces voies publiques faciliteront les échanges entre les habitants des Babéré, Butembo, Beni et les provinces voisines. Nous avons commencé par l'ouverture
de la route de Butembo, Mangorejipa, où la circulation est fluide aujourd'hui. Donc nous entamons de 70 km de Mangorejipa à Bandol. Ça, c'est un défi que nous devons relever. Et nous nous mettons dès aujourd'hui, par l'ouverture, par le lancement de ces travaux, et nous comptons le réaliser tant que nous aurons la force. Voilà. C'est pour notre population, du point de vue économique, et aussi pour nous militaires, du point de vue opération. Vous savez, si nous arrivons à ouvrir cette route jusqu'à Lindi et traverser jusqu'à la province de Tchopo, ça va nous faciliter le manœuvre militaire. En guise de reconnaissance, un accueil chaleureux a été réservé à l'autorité provinciale, d'abord à Oia, ensuite à Mangourou, par la population locale. Celle-ci a offert par la population locale. Le lieutenant-général Constant Dima est le 24e gouverneur à avoir foulé leur sol dans l'histoire des Babérés. De quoi le remercier pour cet honneur, mais aussi pour l'effectivité de la communication de leur entité avec d'autres par la réouverture de la route qui constituait un calvaire il y a de cela des mois. Le gouverneur militaire a bouclé son séjour par des audiences accordées aux forces vives de la place. En République démocratique du Congo, la femme est-elle valablement représentée dans les mécanismes et initiatives de paix? Non, en tout cas, cette réponse ne vient pas de moi, c'est la réponse du mouvement Rien sans les femmes, cette organisation féminine qui milite pour les droits des femmes, a mené donc pour se faire une étude dans quelques zones du pays dans le cadre du projet Tofaoulou Pamoja. Le résultat de cette étude a été donc présenté ce jeudi ici dans la capitale congolaise Kinshasa, étude qui démontre que très peu de femmes sont impliquées par exemple dans les résolutions de conflits, d'où le plaidoyer de ces femmes pour les respects des textes légaux. Rosie Moutela, Rémi Diakoubikwa. En République démocratique du Congo, malgré la Constitution et autres instruments juridiques garantissant à la femme sa représentativité dans les instances des prises de décision, celle-ci demeure encore sous-représentée, notamment dans les mécanismes et initiatives de paix. Une réalité qui confirme le mouvement Rien sans les femmes. Cette organisation de défense de droits de femmes, membre de la société civile, a mené une étude dans quelques zones du pays pour en savoir un peu plus sur la situation de la femme dans les mécanismes et initiatives de paix. Étude qui a débouché sur la mise sur pied de la politique d'intégration de la femme et jeunes femmes dans les mécanismes et initiatives de paix en RDC. Un véritable plaidoyer pour l'implication de la femme dans ces mécanismes. Effectivement, il y a un faible pourcentage. C'est Rien sans les femmes qui a mené cette étude. Ce n'est pas le gouvernement. On n'a pas reçu le fonds du gouvernement. C'est nous qui avons mené cette étude. Nous sommes allés dans plusieurs provinces, je vous ai cité les provinces, et nous avons cette étude que nous allons amener auprès du gouvernement à travers le ministère du Genre, le ministère du Plan, au Premier ministre, pour qu'il se l'approprie. Et maintenant que le gouvernement adopte la politique gouvernementale liée à la participation de la femme, de la jeune femme dans les mécanismes de paix. Le mouvement Rien sans les femmes estime par ailleurs que les respects des textes et lois qui promeuvent la représentativité de femmes va promouvoir sa participation à tous les niveaux. Nous avons mis l'accent par rapport au mécanisme de paix, mais ça vaut aussi pour la participation politique en général, qu'il faudra qu'on respecte le cadre légal, qu'on mette en œuvre le cadre légal. Nous avons la Constitution à l'article 14 qui consacre la parité homme-femme. Nous voulons que la loi électorale se conformise à la Constitution. Allez, on va se rendre au Sénat pour parler de cette plénière au cours de laquelle il a été question de voter en seconde lecture deux lois de ratification de conventions d'entrée judiciaire entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Une autre loi de ratification concernant les deux pays. Il s'agit de la convention de transfèrement des personnes condamnées entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Ce projet a été présenté par le vice-premier ministre
ministre en charge de la vice-ministre plutôt en charge de la justice, Matobe Bayubazire. Reportage et plus d'explications ici avec Lisette Kenga. La plénière de ce jour était consacrée au débat autour de deux lois. L'une de ratification de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée entre le Royaume de Belgique et la RDC et l'autre de ratification de la Convention entre le Royaume de Belgique et la RDC sur le transfèrement des personnes condamnées. Après l'exposé des motifs par le vice-ministre de la Justice, Matobe Bayubazire, il s'en est suivi un débat houleux. Les préoccupations ont porté notamment autour de la crainte d'évasion des personnes condamnées, des conditions carcérales, du respect des droits de l'homme, de la nature du jugement et de la sécurité aux frontières. L'opportunité et l'intérêt pour la République démocratique du Congo répond à la question de la compétence universelle de la Belgique qui pouvait se permettre d'arrêter et condamner un citoyen congolais partout où il se trouve. Cette convention viendra réduire la compétence universelle de la Belgique dans la mesure où désormais, pour poursuivre, il faut obtenir l'accord de la RDC pour les infractions qui relèvent de la compétence des autorités judiciaires congolaises et c'est conformément aux dispositions de l'article 1er de la Convention d'entraide judiciaire. En plus, la RDC pourra désormais poursuivre ceux qui auront commis sur notre territoire les infractions telles que le blanchiment des capitaux, le trafic d'organes, le trafic des enfants et qui se seraient retranchés en Belgique. Cependant, il faut noter que le transfèrement des personnes condamnées dans leur pays d'origine n'est pas automatique. Celui-ci ne peut s'effectuer qu'à la demande de la personne condamnée elle-même et le pays à qui la requête est adressée peut en toute souveraineté examiner pour autoriser ou pas le transfèrement de tel ou tel autre cas, surtout en ce qui concerne par exemple les cas de violence sexuelle. Vous le savez, la coopération entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, c'est une coopération historique. Il y a également donc de la coopération dans le domaine militaire. Téné, dans les prochains jours, il y aura 120 militaires belges instructeurs qui viendront pour former des militaires de la 31e brigade des forces armées de la République démocratique du Congo. Laquelle brigade est basée dans le Maniema, dans la ville de Kindu précisément. C'est l'ambassadeur de Royaume de Belgique en République démocratique du Congo qui l'a dit au docteur Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Ce dernier qui a également échangé avec le chef adjoint de la MONUSCO. Suivez. Mercredi 27 avril 2022, deux audiences à l'actif du ministre de la Défense nationale et ancien combattant. La première, celle-ci, accordée à l'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Yohan Indekou est venu parler coopération militaire avec la formation des militaires congolais à Kindu dans le Maniema, une 31e brigade. Nous avons annoncé de manière officielle le début de l'opération d'instruction de la 31e brigade à Kindu. C'est une brigade qu'on connaît bien puisque on faisait déjà l'instruction de cette brigade dans le passé. Nous allons, après 10 ans, reprendre cette instruction à partir du 1er mai jusqu'au, c'est une opération qui va s'étendre jusqu'au fin 2023. Et au total, il y aura 120 militaires belges qui vont venir pour instruire d'abord les instructeurs de la 31e brigade, des 3 bataillons, et puis par après, les 3 bataillons seront formés par ces instructeurs, encadrés par les instructeurs belges. Kassim Diane est lui le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, donc chef adjoint de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO. Au menu de son échange avec le docteur Gilbert Kabanda, plusieurs dossiers, surtout après son récent voyage dans le Nord Kivu, dans la ville de Goma. Je me fais quand même le devoir à chaque fois que je viens de Goma pour rencontrer le ministre, pour échanger sur les dossiers de coopération et les dossiers en tout cas de cohésion qu'on mène tous les jours, en particulier dans le cadre du programme de la transition de la MONUSCO. Vous savez, un programme qui a été approuvé par le Conseil de sécurité, transmis par son Excellence le Premier ministre, les autorités de ce pays,
Donc il est pour nous très important à chaque fois que l'occasion se présente de venir échanger avec le ministre. Et on va revenir sur cet événement à l'Assemblée nationale qui a marqué donc la plénière de mercredi 27 avril 2022, l'élection du professeur André Mbata, unique candidat au poste de premier vice-président et également candidat de l'UDPS. Il remplace donc à ce poste l'ancien membre de l'UDPS et président AI Jean-Marc Kabound. Il a été pour son par 402 députés nationaux sur le 439 présents dans la salle. John Zati. Après la démission de Jean-Marc Kabound le 4 avril dernier, l'Assemblée nationale devait pourvoir à son remplacement. L'appel à candidature a été lancé la semaine dernière et mardi 27 avril 2022 était jour de vote. Le professeur Mbata, candidat de l'Union sacrée pour la nation, était également candidat unique et a concouru face au bulletin nul et des abstentions. Ce jour était le dernier pour la clôture du débat sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi dite électorale. Les députés de l'opposition qui avaient décidé de ne pas y prendre part étaient absents, sauf quelques-uns qui signaient ainsi leur premier retour après plusieurs mois. Tout naturellement donc, le député de l'Union sacrée, Mbata, est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale et le bureau affiche désormais complet. Dans le passé, les collègues députés nationaux qui avaient transmis leur proposition de loi au bureau de l'Assemblée nationale restaient des mois sans recevoir un accusé de réception du premier vice-président. Je m'efforcerai pour ma part de faire en sorte que cette situation puisse changer. L'élu Mbata laisse un autre vide, celui du président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale qu'il occupait jusqu'à ce jour. Et on va parler du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde qui, vous le savez, a totalisé une année depuis son installation. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, justement, s'est dit satisfait du travail abattu par son gouvernement. Il a même, pour ce faire, félicité tous les membres de son équipe gouvernementale. Seulement, les déclarations du chef du gouvernement ne font pas l'unanimité dans l'opinion et surtout au sein de la nouvelle société civile de Jonas Tchombela qui juge ces déclarations de Jean-Michel Sama Lukonde d'auto-satisfaction. Suivez. Dans un entretien accordé à la presse, le numéro 1 du gouvernement, dit de Warrior, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dressé son bilan qu'il juge positif malgré les diverses difficultés auxquelles son gouvernement a pu faire face. En réaction, Jonas Tchombela, président de la nouvelle société civile, estime que le Premier ministre doit éviter de l'autosatisfaction, mais plutôt laisser le peuple congolais l'évaluer. Je pense que ce n'est pas celui qui donne qui devrait être satisfait, mais c'est celui qui reçoit. Et celui qui reçoit, c'est la population. Est-ce que les sociales de la population, ils peuvent aussi sourire comme eux sourissent? Moi, je pense qu'il y a encore la bonne volonté de bien faire, et ils ont le temps de le faire. Toutes les promesses et tout ce qui tombe dans l'autosatisfaction, ça peut le pousser à croire comme si les gens sont contents alors qu'ils sont mécontents. En une année, il est trop tôt de dresser un vrai bilan, surtout que le gouvernement Sama s'est fixé 16 piliers à atteindre, renchérit cet acteur de la société civile. Nous demandons aux guerriers que vous êtes de vous engager bien sur le champ de nos ventres. Ça traîne encore, il y a encore des problèmes. Si on examine très clairement tous les 16 piliers qu'il avait donnés, c'est sur base de ça qu'il faut l'apprécier. Mais je ne pense pas que dans une année, il puisse réaliser tout cela. Ça aussi, je reconnais ça. Mais j'estime qu'il y a encore du travail à faire, que ce que nous attendons, on n'a pas encore là. Signalons que le gouvernement Sama Lukonde est entré en fonction le 26 avril de l'an passé. On va se rendre à nouveau dans la province du Nord Kivu avec cette déclaration qui dit tout. Nous sommes tous frères, nous sommes tous africains et nous devons rester unis pour emmener notre continent à une paix durable. Propos du colonel José Rui Miranda, commandant du mécanisme conjoint de vérification et élargi de la CIRG. Il a dit lors de la clôture de la formation dédiée à l'apport des scientifiques pour la solution aux multiples conflits armés dans la région des Grands Lacs. On retrouve Mao Zigabé pour ce reportage.
Durant 6 jours, les experts militaires de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se sont réunis à Goma pour une formation sur la géopolitique, la géostratégie des groupes armés et la gestion des conflits armés. Avec l'expertise de l'université de Goma, ces acteurs ont été outillés sur le matière visant à trouver des solutions à ces conflits sans utiliser les armes, raison pour laquelle le recteur de l'université de Goma est confiant sur les futures retombées positives de ces assises. Vous avez développé certains thèmes, vous aurez besoin certainement d'en développer d'autres, mais je suis persuadé que chacun d'entre vous est outillé un peu plus qu'avant en matière de guerre et en matière de géopolitique. Je sais aussi que les méthodes andragogiques et les échanges qu'ils ont eus avec les techniciens que vous êtes vont renforcer les capacités de l'université à préparer aussi les étudiants sur des matières qui sont d'intérêt aussi de la CIRGL. La paix dans la région des Grands Lacs africains ouvrira beaucoup d'opportunités pour la population et les commandants du mécanisme conjoint de vérification élargie appellent tous les acteurs à la prise des consciences. Nous sommes tous frères, nous sommes tous africains, frères, et nous devons rester unis pour amener notre continent à une paix durable et arriver à l'éradication totale des groupes armés et forces négatives dans notre région. Puissons-nous avoir la capacité de trouver des solutions africaines pour les problèmes africains. Unissons nos forces, mes très chers frères et sœurs. Aussi, permettez-moi de rendre hommage à tous ceux qui, avec ou sans armes, se sont battus pour que la paix s'installe dans notre région. Tous les participants à ces travaux ont été brevetés, un document qui fait d'eux des références pour toute question en rapport avec la paix et la sécurité dans la région. Processus électoral, vous le savez, les responsables de la CENI sont dans des missions à l'intérieur du pays. Le président de la CENI, Denis Kadima, de passage à Goma, s'est rendu, vous le savez, dans la province du Sud Kivu, et le premier vice-président, bienvenu, Ilanga, lui a sensibilisé toutes les parties prenantes au processus électoral dans la province du Kwilu. Il y a également pour de travaux sur la cartographie opérationnelle et la feuille de route de la CENI, initiative saluée en tout cas sur place par les parties prenantes. Reportage Benoît Desgroves-Dalles. C'est dans la salle paroissiale Saint-Hippolyte de Bandunduville, pleine comme un œuf, que la commission électorale nationale indépendante, secrétariat exécutif de la province du Kwilu, a organisé ce cadre de concertation avec tous les partis politiques, la société civile, la notabilité et toutes les confessions religieuses de Bandunduville, dans le but d'informer toutes les parties prenantes au processus électoral sur l'évolution du travail de la CENI, surtout la cartographie opérationnelle. Ici, 2 orateurs, Pascal Lipemba, membre de la plénière, et le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga Lembo, ont répondu coup sur coup à toutes les questions des participants qui les invitent à s'approprier du processus électoral ainsi que la lumière sur la feuille de route de la CENI avant de souligner ceci. Les opérations de la cartographie sont la base même de l'organisation de l'élection. Et pour ne pas tout biaiser, nous devrions nous-mêmes être sur le terrain au lieu de rester dans nos bureaux, venir palper la réalité sur le terrain, participer nous-mêmes aussi sur le terrain pour que nous soyons sûrs des résultats qui sortira d'ici. Satisfaction des participants qui saluent la qualité des précisions du travail de la CENI. Nous avons pris part à ces cadres de concertation organisés par la CENI avec une délégation du niveau national, notamment avec l'accord du vice-président et membre de la plénière. Et c'était pour nous très bénéfique parce que ça nous a permis d'avoir une idée sur le processus électoral déjà amorcé par la CENI. Signalant que, bien avant, Bienvenu Ilanga Lembo, premier vice-président de la CENI, était chez les gouverneurs de la province du Kwilu, honorable Willy Itundala Hassan, pour ses civilités. Et toujours dans la province du Kwilu, sachez que ça ne
Black-Pat est né le président de l'Assemblée provinciale de cette province, Serge Makono, a regagné la ville, la ville sur place en tout cas de Bandundu depuis un long séjour ici dans la capitale congolaise Kinshasa. Il a pour ce faire donc invité ses collègues à vite regagner Bandunduville et que ceux qui sécheront les plénières seront invalidés. On retrouve encore une fois Benoît de Grovedal. C'est sous un soleil de plomb que l'honorable Serge Makongo Kangantima, président de l'Assemblée provinciale d'Ukwilo, est rentré à Bandunduville, chef-lieu de la province d'Ukwilo, et ce, par l'aéroport de Basoko de Bandunduville, après un long séjour à Kinshasa, où il a pris part à l'atelier organisé par le chef de l'État sur le projet de 145 territoires et enterré dignement ses 3 collègues députés et autres fils du Kwilo décédés le 17 mars 2022 de suite d'un accident de circulation au pont Maïndombe sur la RN1. Au pied d'avion, il est accueilli par quelques députés et son directeur de cabinet, le CT, Jean-Jacques Mouokondolo, ainsi que tous les agents et cadres de l'organe délibérant du Kwilo. Face à la presse, le speaker de l'Assemblée provinciale du Kwilo promet de récupérer tous les temps perdus et invite ses collègues à vite regagner la ville de Bandundu, car les retardataires et surtout ceux qui sécheront les plénières se verront invalidés conformément au règlement intérieur de l'organe délibérant du Kwilo. Il n'y a pas de retard, nous allons vraiment avoir des plénières marathon pour récupérer le peu de temps. Notre règlement intérieur est clair, pour ceux qui ne seront pas là seront sanctionnés conformément à notre règlement intérieur. Ça se chie, puisque l'ultimatum a été lancé. Il faut noter que c'est par un appel de la conférence de présidents que l'honorable Serge Makongo Kangantima s'est séparé avec toute son équipe politique et administrative. Et puis ce montant évalué à plus de 300 millions de dollars américains, c'est la somme que doit mobiliser la province du Nord Kivu et ses partenaires pour financer le plan d'action prioritaire de développement de cette province. Les bailleurs de fonds s'y sont réunis pour se faire à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, pour mettre en place les moyens concertés. Ceci dans l'objectif d'accompagner la population dans multiples domaines de développement. Mao Zigabé nous en parle. Matrice d'alignement et de substitution. Il leur a fallu 2 jours d'intenses travaux pour échanger sur les stratégies communes de matérialisation du plan d'action prioritaire pour le développement du Nord Kivu, aux côtés des efforts menés par les gouvernements congolais dans le cadre de la recherche de la paix. Sur initiative du gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndi Makongba Constant, ce forum a réuni les bailleurs des fonds pour l'alignement et la souscription à ces plans afin de mobiliser les fonds pour aider la population de cette région. Ce plan d'action, c'est pratiquement une vision stratégique de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour améliorer qualitativement et quantitativement la vie de la population à côté de ces missions spécifiques liées à l'état de siège qui consiste à la restauration de l'autorité de l'État par la sécurisation et l'anéantissement des groupes armés actifs au Nord Kivu. Pour y arriver, il faut plus de 313 millions de dollars américains. Une somme à mobiliser et les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD rassurent sur son accompagnement. Le PNUD réitère son engagement à poursuivre l'accompagnement de la province du Nord Kivu dans le cadre d'un partenariat sincère pour la mise en œuvre réussie de ce plan d'action prioritaire du gouvernement provincial du Nord Kivu. Un engagement qui rentre dans la volonté du gouverneur militaire conscient des besoins vitaux de la population. Nos concitoyens attendent de nous, dirigeants politiques, partenaires techniques et financiers, bailleurs de fonds, hommes d'affaires, investisseurs, chefs d'entreprises scientifiques et autres, un sens élevé de pragmatisme pour que le résultat de ces forums soit différent des autres grandes rencontres qui mobilisent tant de moyens mais sans impact visible. Soulignons que les habitants du Nord Kivu n'attendent que les fruits de ces plans d'action prioritaires pour l'amélioration de leurs conditions de vie dans plusieurs domaines.
Et puis on va parler de cette mission du ministre de l'Industrie qui se poursuit au Gabon. Le ministre de l'Industrie qui poursuit sa mission au Gabon. Il est dans une délégation composée notamment de la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, et également un des conseillers du chef de l'État sur place au Gabon. Il est question pour la délégation de la République démocratique du Congo de s'imprégner du modèle gabonais, notamment en ce qui concerne l'industrialisation. Voilà, pour ce faire, le ministre de l'Industrie et la délégation a eu à visiter un lieu important qui peut aider la République démocratique du Congo à savoir comment s'en sortir, surtout en matière de la zone de libre-échange continentale. Suivez. Après avoir été émerveillée par la zone économique spéciale d'Nkok au Gabon, la délégation congolaise constituée du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, du ministre de l'Industrie, Julien Palékou-Kaongia, et du conseiller spécial du chef de l'État en matière des investissements, Jacques-Claude de Kabongo, ainsi que des experts dont les chargés des missions de l'Agence des zones économiques spéciales, Ogi Bolanda, est arrivé mercredi dernier à Cotonou au Bénin. Sur place, cette équipe a visité la zone économique spéciale Glo-Djibé industrielle, zone en pleine construction dont les travaux ont atteint le taux de 95% d'achèvement. Le directeur général des zones économiques spéciales du Bénin précise. L'objectif de cette zone est la transformation de nos produits agricoles, c'est-à-dire notamment le coton, les noix de cajou, le karité, le soja, etc. Le Bénin aujourd'hui est le premier producteur de coton en Afrique. Le gouvernement de la République du Bénin a dit qu'il faut désormais que nous transformons tout ce coton ici, y compris les noix de cajou. Donc à ce jour, je peux vous annoncer que nous avons signé à peu près avec une trentaine d'investisseurs dans la zone. L'impact économique sera énorme. Avec ce plan directeur d'industrialisation, la République démocratique du Congo doit désormais accélérer la mise en œuvre de ces zones économiques spéciales. Grâce à cette coopération sud-sud, autant indiqué le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et son collègue de l'Industrie, Eve Bazaïba, explique. Hier, j'étais convaincu. Aujourd'hui, c'est ma conviction qui est de plus en plus renforcée. Je crois qu'avec le ministre de l'Industrie et les conseillers spéciaux du chef de l'État qui m'accompagnent, il n'y a plus autre chose à dire si ce n'est en rentrant au pays procéder à l'exécution. Parce que ça laisse rêver et le rêve est en train de se réaliser. Parce que ce qui se fait autant au Gabon et au Bénin actuellement, c'est une fierté. L'Afrique a le droit aussi de vivre de ses richesses. En clair, nous allons en RDC pour aller implémenter. Parce que nous aussi, en RDC, nous avons déjà cette vision. C'est un partenaire fiable qui respecte les normes, mais qui écourte la procédure pour que nous puissions atteindre le développement durable. Signalons que la maquette de la dite zone a été présentée à la délégation congolaise. Vous allez corriger avec moi la délégation qui a déjà quitté le Gabon et passé par le Bénin. Dans l'actualité également, le monde a célébré ce 28 avril 2022 la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies, de l'information et de la communication. Une journée instituée par l'ONU. C'est une date qui vise notamment à encourager les jeunes filles à poursuivre leurs études et carrières dans le secteur de technologie. Aurélie Ilunga nous en parle. Le monde célèbre chaque 28 avril la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et la communication TIC, instituée par l'ONU et tous les États membres de l'Union internationale des télécommunications. Cette journée a pour objectif de créer un environnement qui motive les jeunes filles à faire des études et à avoir des carrières dans le secteur technologique. Cela leur permettra de bénéficier des avantages dans les entreprises des télécommunications et occuper des rôles de leadership dans ce secteur. En RDC, le secteur des technologies est en majorité occupé par des hommes. Or, ce secteur prend de plus en plus de l'espace dans le monde actuel. D'où l'importance de booster la jeune fille congolaise à s'impliquer dans ce secteur par des formations spécifiques. Le cas des étudiants de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA qui parlent de leur motivation. Dans le cadre de la journée mondiale de TIC, je tiens à encourager les jeunes filles à bien vouloir se lancer dans le monde de la technologie. Bien que moi-même, je n'ai pas eu de motivation dans cela, mais quand bien même il est important
de savoir que le monde tourne tout autour de la technologie. La jeunesse est l'avenir du Congo. Et dans cette jeunesse, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des jeunes filles. Voilà pourquoi je tiens à encourager les jeunes filles à se lancer dans ces domaines, à s'impliquer dans tous les domaines possibles. Moi, personnellement, j'ai été fascinée par le fait que la technologie est l'outil indispensable actuellement. Et voilà pourquoi je viens encourager les jeunes filles à embrasser ce domaine qui n'est pas difficile à faire. Ce domaine, c'est EasyPay qui nous booste à le faire. J'ai constaté qu'il y a plusieurs hommes qui se lancent à le secteur informatique de femmes. Ma motivation est de me démarquer aussi dans ces domaines. J'encourage aux femmes à se lancer aussi à ces métiers, car ce n'est pas un métier uniquement réservé aux hommes. Dans ce monde en perpétuelle mutation, l'apprentissage des NTIC demeure un facteur indispensable pour le développement. Les jeunes filles représentent 70% de la jeunesse de la RDC, d'où la nécessité de les conscientiser à embrasser tous les domaines pour qu'elles ne soient pas limitées. En international, ici, on parlait de la guerre en Ukraine qui est loin de se terminer avec cette pression que met Joe Biden et les États-Unis qui d'ailleurs viennent de demander au Congrès, le président américain qui a demandé au Congrès américain de financer pour 33 milliards de dollars américains d'aide pour l'Ukraine et 20 milliards seront consacrés à l'achat des armes. Des analystes expliquent le choix de Joe Biden qui dit vouloir protéger l'Ukraine contre la Russie mais ne veut pas s'attaquer à l'Ukraine. Commentaire Fifi Kouchipon. Elle entre finalement dans une phase décisive, la guerre en Ukraine. Joe Biden, le président américain, vient de demander au Congrès une aide de 33 milliards de dollars à l'Ukraine, dont 20 milliards seront consacrés à l'armement. Les États-Unis ont déjà livré à l'Ukraine 10 armes anti-chars pour chaque blindé russe. Pour Joe Biden, les États-Unis ne s'attaquent pas à la Russie, mais apportent de l'aide à l'Ukraine. Et bien que cette aide soit coûteuse, les États-Unis ne peuvent pas rester à l'écart. De son côté, la Russie menace de recourir à l'arme nucléaire en cas de nécessité. Londres, pour sa part, appelle les pays européens au courage pour armer l'Ukraine, mais certains Européens estiment que la livraison d'armes à l'Ukraine menace la sécurité européenne. Pendant ce temps, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, est en visite à l'est de l'Ukraine pour constater les dégâts causés par les troupes russes. Sur place, il a appelé la Russie à coopérer avec la Cour pénale internationale qui va procéder aux enquêtes sur des crimes commis en Ukraine. Voilà qui met fin donc à cette session d'information sur votre télévision. Merci, comme il en est de coutume, pour le rapport à l'équipe rédactionnelle et technique. À vous également de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Bienvenue à la lecture des journaux parus ce jeudi 28 avril à Kinshasa. Démarrons avec l'Avenir qui informe sur la cohabitation entre Katangé et Kassaïen. Le discours de Fachi, très attendu, c'est le titre à sa une. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé le sol Louchoua mercredi 27 avril 2022 autour de 20h10. Après le poignet des mains avec le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, à sa descente d'avion, Félix Tshisekedi passera les troupes en revue. Il a été accueilli au bas de la passerelle de l'aéroport de la Loano par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et l'ambassadeur plénipotentiaire du chef de l'État Dani Banda. Selon Forum des As, le président Félix Tshisekedi séjourne depuis mercredi à Lubumbashi où il va clôturer ce jeudi la table ronde sur la paix et le vivre ensemble en République démocratique du Congo dont les travaux ont été lancés vendredi dernier dans la capitale du cuivre.
autres. Pour sa part, l'agence congolaise de presse signale qu'à sa descente d'avion à l'aéroport de Loano, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été salué par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, entouré du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kabula Katwe, des sénateurs, députés nationaux présents à Lubumbashi, ainsi que des présidents des assemblées provinciales et gouverneurs, des membres de l'Union sacrée de la nation ainsi que plusieurs organisations de masse ont pris d'assaut l'aéroport de la Loano depuis la journée pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Selon des informations parvenues à la CP, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pourra accorder ce jeudi plusieurs audiences aux différentes composantes retenues pour les travaux de cette conférence interprovinciale Grand Katanga, Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble avant de présider la cérémonie solennelle de clôture des dites assises dont il est l'initiateur. Changeons de sujet, toujours avec la CP, pour vous dire que les députés nationaux ont élu mercredi leur collègue André Mbata au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale lors d'une plénière dirigée au Palais du Peuple par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Sur 439 députés qui ont pris part au vote, 402 ont voté pour, 20 ont voté contre et 13 se sont abstenus et 4 bulletins nuls. Le journal qui aborde dans le même sens écrit à sa une: Assemblée nationale, élection du premier vice-président, sans surprise, André Mbata élu avec 402 voix. Le bureau de l'Assemblée nationale affiche désormais complet. Le professeur André Mbata Mangou Betukumesu vient d'être élu au poste de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement en remplacement de Jean-Marc Abounde qui a démissionné de son fauteuil le jeudi 14 avril 2022. À l'issue de cela, l'Assemblée plénière avait pris acte de la démission de Jean-Marc Abounde de ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Conséquence, le bureau a pris la décision portant fixation du calendrier de l'élection et l'installation de premier vice-président de l'Assemblée nationale, rendu public à l'occasion de la séance du vendredi 22 avril. Sur un total de 439 députés nationaux ayant pris part à cette élection, 402 ont voté pour, 20 ont voté non, 12 députés se sont abstenus et 4 bulletins nuls ont été enregistrés. Fachi, les rebelles d'abord, l'opposition après, s'exclame Congo Nouveau. Pour ce tri hebdomadaire d'information générale, parti à Nairobi, capitale du Kenya, pour participer à un sommet de la communauté des États d'Afrique de l'Est, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a été contraint d'ouvrir des négociations avec les groupes armés opérant dans l'est de son pays. Le directeur adjoint de la presse présidentielle multiplie des déclarations sur le déroulement des pourparlers entre les différents mouvements rebelles et la délégation congolaise. D'après la même source, une aile du mouvement du 23 mars M23 a été chassée de la salle. Raison avancée, elle négocie alors que ces éléments militaires continuent à combattre les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC avec les autres groupes, a indiqué notre confrère Giscard Koussema. Tout se passe bien car tous ou presque ont accepté de déposer les armes et d'intégrer l'armée nationale, soit s'insérer dans la vie civile. Ainsi se termine cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.